Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Crazy FM ce matin, en KTV, mais également sur le live Facebook. On va parler de la réouverture des écoles depuis lundi, même si c'était un lundi férié. Mais vous le savez, le dispositif a été réfléchi, pensé depuis un moment pour pouvoir retrouver le chemin de l'école, surtout pour nos gamins. Gilles Albou est avec nous ce matin, le recteur de Mayotte. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on le sait que depuis le départ, beaucoup de syndicats ont décrié en disant on n'est pas prêt. Beaucoup de maires également étaient d'accord pour certains au début. En même temps, d'autres n'étaient pas totalement d'accord. On avait peur de ne pas avoir le matériel nécessaire pour désinfecter, pour protéger non seulement le personnel, mais également les enseignants et les élèves. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le recteur ? Alors, je vais commencer par dire qu'on prendra jamais assez de précautions pour les élèves et aussi pour les personnels. Donc effectivement, toutes les alertes, on les a prises au sérieux et on en reçoit encore maintenant de la part évidemment des organisations syndicales ou de collègues, de maires qui nous alertent sur tel ou tel point. Et évidemment, à chaque fois, on prend le temps de régler les problèmes et de répondre aux sollicitations, aux alertes. C'est important, on reçoit du jeune public, on a des collègues évidemment qui reprennent le travail en présentiel et il faut que toutes les conditions nécessaires soient satisfaites. Donc c'est très important. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé cette semaine. On avait prévu de réouvrir les écoles dans 6 communes pour commencer. La semaine prochaine, on montera à 10 ou 11 communes. Et on avait dit à chaque fois, s'il y a le moindre doute, on n'ouvre pas. Et pour vous donner un exemple, le premier jour, à M'Sangamouji, les parents ont détecté une odeur suspecte. De fait, c'était un vieux problème de canalisation qui datait, on va dire, d'il y a longtemps. Ce problème a été résolu. Et en attendant, l'école n'a pas ouvert. Elle a ouvert le lendemain. Et à chaque fois qu'il y aura la moindre suspicion, le moindre doute, on retarde l'ouverture. C'est très important, c'est comme ça qu'on travaille. Pareil, évidemment, sur les protections. On attendait les masques. Les masques sont arrivés en temps et heure, en nombre. Tous les personnels ont des masques chirurgicaux. On a même distribué des masques pour les parents. Il y a du gel hydroalcoolique dans toutes les écoles. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour qu'il y ait des points d'eau. Et vous savez que tous les enfants sont accueillis un par un, qui se lavent les mains, qu'ils entrent dans une salle de classe où ils sont espacés avec une distance de 2 mètres. Officiellement, ils ne doivent pas être plus que 15 par classe. Généralement, ils sont plutôt à 10 ou 12. Dans les écoles qu'on a ouvertes à Malamani, le premier jour, ils étaient 7. Maintenant, en régime de croisière, puisque ce sont des CP dédoublés, ils sont entre 10 et 12. Donc voilà, on prend vraiment les précautions maximales. Vous avez vu aussi toute la polémique en métropole. On dit parfois qu'on prend trop de précautions et qu'il faut desserrer un peu ces précautions. À Mayotte, on va rester dans le protocole sanitaire strict et évidemment, on va le respecter strictement. Alors, c'est quoi avant de passer la parole à Léonard Rodier, c'est quoi l'objectif, monsieur le recteur ? Est-ce que les 12, par exemple, qui vont arriver le matin, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver l'après-midi ou dans la foulée, ou c'est de quelle heure à quelle heure ? Est-ce que pendant le changement, il y a une équipe qui vient désinfecter ? Comment ça va se passer ? Alors bien sûr, à chaque fois que on change les élèves dans une classe et malheureusement, vous savez qu'à Mayotte, il y a encore le système de rotation et puis que dans certaines écoles, et on va avoir des séquences où ce ne sont pas les mêmes élèves qui vont dans la même classe, évidemment. À chaque fois, on nettoie, on désinfecte la salle. Donc ça demande des moyens supplémentaires. Donc pour ça, on accompagne les communes. D'abord, on a formé les agents communaux. Alors quand je dis c'est souvent des équipes communes, ARS, Éducation nationale. On a mobilisé aussi nos professeurs de biotechnologie pour donner les bons conseils. Il y a eu évidemment les achats de produits. On a dû aussi accompagner les communes qui avaient besoin d'embaucher plus de personnel. Donc ça demande des moyens supplémentaires. Et la question du nettoyage, elle est très importante. Vous savez qu'il y a, dans le protocole sanitaire, il y a 5 points. Il y a la question du nettoyage, et puis il y a aussi la question des gestes barrières. Il y a la question de la distanciation sociale, dont on a beaucoup parlé, ce qui nous oblige finalement à généraliser ce qu'on avait déjà dans les classes de CP-CE1, c'est-à-dire des classes dédoublées, qui
en l'occurrence, à Mayotte, n'était pas tout le temps d'ailleurs dédoublé, puisque parfois on avait 2 enseignants dans une même classe, faute d'assez de place. Donc là maintenant, toutes les classes sont au maximum à 15 élèves. Et quatrième point, c'est éviter le brassage des élèves. Donc justement, c'était votre question. Et donc ça nous oblige là aussi à faire des séquences plus longues, à éviter les grandes pauses de récréation et à faire en sorte que les élèves, au bout d'une longue séquence, on les ramène à la sortie. Donc ils font des pauses dans la classe et si possible pas à l'extérieur. Donc il y a aussi toutes ces régulations. Et puis le 5e point qui est très important, on n'en parle pas assez, c'est l'éducation au risque. Donc ces élèves qui viennent dans nos classes, ils seront aussi plus tard les vecteurs des bonnes pratiques et des bons comportements à suivre pendant évidemment toute cette période où on va devoir apprendre à vivre avec le virus. Personne ne sait quand le vaccin arrivera, personne ne sait s'il n'y aura pas une seconde vague, on ne sait pas alors si le pic est derrière nous, devant nous, on ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un pic, puisque là ce qu'on voit c'est voilà, une situation qui est très préoccupante à Mayotte, enfin qui n'est pas non plus complètement alarmante, on ne sait pas si le pire est passé, on ne sait pas si on va rester sur un plateau longtemps, et si on reste sur un plateau longtemps, ça nous demande aussi une vigilance en continu. C'est pour ça que tous les excès qu'on entend sur les réseaux sociaux en disant voilà c'est la catastrophe, et, ça peut avoir un effet contre-productif parce qu'on se dit bah alors maintenant ça y est finalement il n'y a plus que 10 ou 12 cas, maintenant on se libère complètement. Non, il faut rester vigilant, il va falloir rester vigilant sur le long terme, sans excès d'un côté, sans excès de l'autre. Voilà, on vit pas avec un virus où à peine on touche une table que voilà, on meurt dans les 3 secondes. Mais d'un autre côté, il faut prendre ce virus très au sérieux et c'est ce qu'on fait. Vous l'avez rappelé au début avec toutes les mesures qu'on prend pour protéger nos enfants et nos personnels. Léonard Roudy, une question pour vous. Oui, on sait que maintenant il y a le 2e tour qui va être lancé dans un mois. Les maires évidemment qui se représentent vont être jugés sur leur comportement et ce qu'ils font. On sait que beaucoup de maires étaient contre l'ouverture des écoles. Est-ce que la donne va changer avec les élections? Est-ce que certains vont se dire faut venir, je change mon avis, je vais faire différemment parce que justement il y a un rôle électoral qui rentre en jeu? Alors, le recteur que je suis ne peut que se réjouir que l'éducation devienne un sujet important pour les élections ou pour autre chose. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut, évidemment, et surtout quand on est maire, se préoccuper de l'éducation. Voilà. Et s'en préoccuper comment? D'abord, évidemment, mettre aux normes sanitaires l'ensemble des établissements. C'est ce que la plupart des maires font. Alors, vous savez, Mayotte, c'est, j'ai envie de dire, une jeune démocratie locale. Hein, la départementalisation, c'était il y a quelques années. La décentralisation et les responsabilités données aux maires, c'était aussi très récent. Et donc, évidemment, il est important de prendre conscience, finalement, de cette importance du bon entretien du bâti scolaire. Donc, aujourd'hui, moi, je vois la quasi-totalité des maires qui sont mobilisés pour mettre aux normes sanitaires leurs établissements scolaires. C'est une très bonne chose. D'autres, certains sont prêts tout de suite, et encore pas forcément dans toutes les écoles. Dans d'autres endroits, ça prendra plus de temps. Et j'ai envie de dire aussi le fait de faire des travaux de grande envergure pour remettre des bâtiments aux normes, c'est aussi nécessaire, parce que tout ce qu'on fait là maintenant, c'est aussi tout ce qu'on aura de moins à faire pour la vraie rentrée, celle de fin août. Donc tout le monde y va à son rythme et en fonction aussi de l'état du bâti. Tout le monde n'a pas eu des locaux neufs livrés ces derniers mois ou ces dernières années. Donc ça devient un enjeu. Ce qui me préoccupe un peu plus, c'est évidemment toutes les pressions qu'on peut mettre sur les maires d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, on a eu les mêmes cas en métropole. Moi, évidemment, on a 2-3 semaines d'écart, hein, puisque aujourd'hui, évidemment, on est en phase de déconfinement à Mayotte. Et le préfet rappelle, c'est un déconfinement qu'on traduit à Mayotte en disant on desserre les contraintes et on renforce les protections. C'est pas un déconfinement où on fait tout et n'importe quoi, et c'est important de le rappeler. On est en phase actuellement de déconfinement, 2 ou 3 semaines après la métropole, et on peut voir ce qui s'est passé en métropole, avec les mêmes Cassandre, ceux qui faisaient des pressions sur les maires. Alors il y a 3 semaines, on avait des groupes de pression pour pousser les maires à ne jamais ouvrir, et puis là, vous voyez ce qui s'est passé à Bobigny, où un maire s'est fait condamner par des associations de parents d'élèves et sa minorité, on va dire, de gauche radicale, parce que justement, alors là, au contraire, il n'avait pas ouvert les écoles. Donc, globalement, moi, ce que
que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression excessive. Les maires doivent prendre le temps de remettre leur bâti scolaire aux normes. Nous les accompagnons, nous, Éducation nationale, et il n'y a pas de précipitation à avoir. Si le bâtiment est prêt, eh ben, on peut ouvrir. Et c'est tout l'intérêt de l'arrêté qu'a fait le préfet. C'est le maire qui, mieux que quiconque, sait quel bâtiment est prêt ou n'est pas prêt. Et puis d'un autre côté, pas de pression dans l'autre sens non plus. Oui. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est quand même que nos élèves reprennent le plus rapidement possible le chemin de l'école en présentiel. D'abord parce que quand même beaucoup souffrent à la maison. Hein. L'isolement, nous adultes, déjà, on le vit pas forcément très très bien. Et on voit d'ailleurs que dès qu'on sort, pour certains, alors là c'est les attroupements qui vous montrent bien qu'on avait pour certains vraiment une grande envie d'en sortir. Et pour les jeunes qui souffrent parfois en silence et en passant leur journée devant des écrans, c'est pas bon non plus. Et vous savez qu'il y a des sociétés savantes de pédiatres, et je pense que vous trouverez pas beaucoup de pédiatres pour dire que la situation actuelle du confinement des jeunes est une bonne situation. Au contraire, on les entend plutôt dire qu'on est dans l'excès en termes de normes, que voilà, il faut arrêter de stresser les enfants avec toutes ces normes-là. L'équilibre, il est entre les deux. Il faut aussi penser... Est-ce qu'on n'a pas trop fait, justement, moi, par je rapport pense à ces normes ? Alors, moi, je pense qu'on a trop dit. Ouais. Mais on a bien fait. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde a un avis sur tout, et le fait, voilà, qu'on catastrophise tout dans un sens ou dans un autre, tout le monde a un avis sur le virus actuellement. Hein. On parlait du soi-disant pic ou du potentiel pic. Est-ce que, voilà, les enfants sont plus contaminants que les adultes ? Alors, il y a un mois et demi, on nous disait oui. Maintenant, C'est ça, on dit le contraire. Parce que quand on voit... Non, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est rester vigilant. Et rester vigilant, et c'est ce que le préfet rappelle. Alors, vous allez dire encore que je suis le chargé de communication du préfet, mais le préfet, aujourd'hui, et toute l'île se mobilise pour justement renforcer les protections. D'où les distributions de masques, d'où aussi l'éducation aux gestes barrières, au lavage de mains. Voilà, aujourd'hui, on vit avec ce virus. Demain, il y aura peut-être d'autres épidémies. Et il y a une éducation sanitaire à avoir. On voit aussi que dans certains pays où on est un peu en avance quand même sur l'éducation sanitaire, le virus a fait quand même moins de dégâts. Je pense notamment à des pays d'Asie du Sud-Est, à des pays du nord de l'Europe. Et si on regarde, quand même, souvent, c'est soit parce qu'ils ont déjà vécu une épidémie et qu'on les y a pas pris deux fois, soit aussi parce que voilà, il y a des habitudes en termes d'hygiène, non des habitudes personnelles, mais aussi des habitudes, enfin l'état des locaux. Donc ça demande des moyens. Hein, il ne faut pas stigmatiser uniquement l'individu, mais aussi la politique de l'État. Et c'est pour ça que nous, on dit éducation nationale. Actuellement, l'état sanitaire de nos locaux est une priorité. Donc on accompagne financièrement l'ensemble des communes, puisque on est persuadé aujourd'hui qu'il y a un rattrapage à faire. Et qui dit rattrapage dit que l'État doit s'engager. On est aux côtés des maires. Quand un maire nous demande de l'aider en moyens humains, en moyens matériels, nous sommes là et nous les accompagnons. Après, évidemment, il ne faut pas en faire trop, parce que voilà, tous les excès peuvent se retourner aussi. Voilà, vous connaissez Pierre et le loup. Hein, voilà, à force de dire voilà, la catastrophe arrive et de voir qu'elle n'arrive pas, après on va plus du tout se méfier. Donc on reste méfiant. Nos enfants aujourd'hui, j'ai envie de dire ceux qui sont accueillis dans les écoles, c'est que vraiment toutes les conditions sont bonnes. Vous voyez, vous avez rappelé les organisations syndicales, toute la population qui scrute comment et dans quelles conditions nous ouvrons nos écoles. Alors je dis nous, c'est l'ensemble du système éducatif, qu'il soit public, qu'il soit privé. Nous appliquons des normes très précises. Et aujourd'hui, je peux dire que si nos enfants arrivent dans les écoles, ils sont, on va dire, bien en sécurité dans l'école. Vous pouvez regarder les images et je vous invite à venir dans les écoles qui ont ouvert et qui accueillent actuellement des élèves. On n'en fait pas la grande publicité. Il y en a combien qui ont ouvert déjà aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est laisser ces élèves tranquilles. Alors on me dit toujours, voilà, où est-ce qu'il y en a ? On va pas, s'ils rentrent à l'école, c'est pas pour faire non plus du cinéma et pour qu'on les embête à longueur de journée, c'est aussi pour qu'ils travaillent. Actuellement, vous me demandez, on a une petite dizaine d'écoles qui sont ouvertes. On avait comme objectif cette semaine d'en ouvrir entre 15 et 20. Voilà, d'accord. On est dans l'objectif. Il y a encore 3 communes qui vont ouvrir entre aujourd'hui qui vont ouvrir leurs écoles entre aujourd'hui et demain. Vous savez qu'à partir de la semaine prochaine,
déjà les communes qui ont ouvert cette semaine vont ouvrir d'autres écoles, et puis on a 4-5 autres communes qui vont continuer à ouvrir. On n'est pas dans une course, c'est pas le premier qui ouvre qui Ouais, parce qui que a gagné. des Par fois, contre, évidemment, plus tôt on ouvre, mieux c'est pour les élèves, parce que Parce que semaine ça- de gagner, ouais. c'est quand même une bonne Mais semaine. le problème, c'est que c'est un peu confus parce que souvent on nous dit voilà, il y a 5 communes qui vont ouvrir, puis tout d'un coup, c'est pas celle-là, c'en est d'autres, enfin, elle ouvre pas. C'est un peu confus. Les Alors- gens savent plus trop, sont un peu perdus. Alors, savoir. les parents d'élèves le savent, hein, parce qu'évidemment, les directeurs d'école, les professeurs des écoles, eux, ils sont en contact avec les parents. Et nous, ce qu'on dit toujours, et alors c'est confus pour les journalistes, et c'est confus aussi pour la population, mais la règle, elle est stricte. On n'ouvre que si on est prêt. Et donc, si une école n'est pas prête, et ça, souvent, c'est discuté justement avec les parents d'élèves, c'est discuté avec les enseignants, c'est discuté avec les inspecteurs, c'est discuté avec les services de la mairie. Si une école n'est pas prête, Elle nous n'ouvre pas. préférons retarder de quelques jours son ouverture. Donc il y en a qui sont prêtes un peu plus tôt, tant mieux. Il y en a qui sont prêtes un peu plus tard. C'est un petit peu dommage, mais on est à 1 ou 2 jours près. Et la priorité, c'est qu'il n'y ait pas de problème dans l'accueil Alors, des élèves. monsieur le recteur, est-ce que parmi toutes ces communes qui ont finalement jugé qu'elles étaient prêtes à ouvrir donc leurs écoles, est-ce que les enseignants, les professeurs des écoles en tout cas, qui vont devoir aller dans ces écoles, est-ce que le rectorat leur a sollicité, leur a demandé leur volontariat ou leur a dit obligé d'aller au travail parce que telle commune va ouvrir, donc vous êtes dans cette commune, obligé d'y aller. Comment Alors, ça s'est passé? Vous faites bien de poser la question, parce que d'abord, je vais rappeler quand même la règle de base pour les élèves eux-mêmes, c'est au choix. Et, enfin, au choix des familles, hein, puisque on est avec des mineurs. Et donc, nous laissons le choix aux familles, mais il faut que les familles aient le choix. Et donc, à terme, il faut évidemment que toutes les familles puissent avoir le choix de mettre leur enfant à l'école ou pas à l'école. Et pour certaines qui sont obligées, on va dire, parce qu'elles ont du travail, qu'elles doivent sortir, il faut qu'elles puissent avoir le choix. Donc, à terme, il faudrait que dans toutes les communes et à proximité de tous les foyers, il y ait quand même une école ouverte pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Et pour d'autres, parce que on a aussi des enfants qui ont des pathologies lourdes ou qui dans la famille ont une mamie ou quelqu'un qui a une pathologie lourde, ou juste parce qu'on ne se le sent pas et que finalement on travaille très bien à la maison, parce qu'on a tout ce qu'il faut, un ordinateur, une bonne connexion, pour aussi continuer à l'éducation à la maison. Je rappelle que l'éducation elle est obligatoire pour tout le monde et que même en temps normal, hors épidémie, on a un certain nombre d'enfants qui suivent une scolarité à la maison. On s'assure, nous, éducation nationale, qu'ils suivent bien, on va dire, une scolarité et que les parents s'en occupent bien, mais c'est possible. Pour les enseignants, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la règle générale, c'est que à partir du moment où l'école ouvre, les enseignants doivent retrouver eux aussi, évidemment, le chemin de leur classe. Mais on a ajouté, évidemment, des bornes à ceci. Et moi, j'ai dit, et mon équipe et tous les services du rectorat ont dit, si le collègue a une pathologie lourde, une maladie chronique, ou que chez lui, il y a des personnes qui souffrent aussi d'une pathologie lourde, d'une maladie chronique, ou que le collègue en question... Parce qu'on en a tellement fait sur cette épidémie et on en a tellement dit que lui, il ne se le sent pas psychologiquement. Et moi, j'ai vu à Malamani, il y avait des collègues qui étaient là pour voir. Et il y en avait, je me souviens, une collègue, mais de bonne foi, qui disait moi, je ne me le sens pas. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas que ce collègue vienne. Dans tous ces cas-là, il ne faut pas que le collègue vienne. D'abord, s'il est malade et s'il craint pour sa santé, surtout pas. Mais s'il est trop stressé, il va transmettre ce stress. Et puis pour lui, il ne va pas enseigner dans des bonnes conditions. Donc nous avons dit, nous serons bienveillants. Voilà, c'est évidemment le collègue se déclare, il doit expliquer pourquoi il n'y a pas, parce que évidemment, et puis dans ce cas-là, il continue ce qu'il faisait d'ailleurs très bien avant, parce qu'on n'en a pas assez parlé de cette période, on va dire pendant 2 mois où il y a une mobilisation incroyable des collègues. Moi, je regarde souvent les émissions sur Poésie School, et puis à la concurrence aussi. Il y a des très très belles mobilisations des collègues qui ont fait des pochettes pédagogiques et envoyé avec le partenariat qu'on a avec la Poste. Des documents que les élèves ont pu rendre, etc. Donc il y a une belle mobilisation. Cette mobilisation de l'enseignement à distance, elle doit continuer, puisqu'il y a encore des élèves qui vont continuer à travailler à la maison. Donc ces collègues-là, ils peuvent rester chez eux, et d'ailleurs on leur conseille de rester. Et
les directeurs d'école font l'inventaire, on a des remplaçants, si jamais Bien sûr. on devait manquer de collègues. Donc pour l'instant, la question, on va dire, ne se pose pas. Moi, je travaille beaucoup avec les organisations syndicales. Vous recevez, Ouais. Bien sûr. et je pense qu'ils pourront témoigner qu'aujourd'hui, on est vraiment bienveillant. Alors certains vont regarder jusqu'à la Bien sûr. notice des masques et demandent, voilà, est-ce que toutes les conditions sont bien respectées? On répond à leurs sollicitations. Et évidemment, on est bienveillant avec les collègues qui préfèrent travailler à la maison. Évidemment, il ne s'agit pas évidemment de rester pour rester. Et tout le monde joue le jeu. Est-ce que les enseignants ont été testés, voir s'ils avaient le coronavirus ou pas? Alors, vous savez que de manière générale, sur l'île, aujourd'hui, la directrice de l'ARS vous le dirait mieux que moi, on ne peut pas tester tout le monde. Ouais, Alors, mais ça, c'est- ceux qui voilà. ont- Alors, aujourd'hui, on est, quand je disais qu'on est vraiment très, très surveillé par les organisations syndicales, et vous pouvez bien imaginer aussi par l'ARS, qui nous remonte aussi dès qu'il y a un cas parmi les enseignants, on est extrêmement vigilant. Mhm. Et donc là, dans ces cas-là, on teste. Enfin, moi, je fais complètement confiance à l'ARS qui, dans ce cas-là, prend les mesures nécessaires. Pour l'instant, nous n'avons aucun début de cluster. Parce qu'on parlait Mais de si on cluster devait au niveau. l'avoir, Oui, parce et que ça a été le cas en métropole. Bien sûr. Quand on ouvre les écoles, s'il y a le moindre cas, la moindre suspicion de début de cluster, et s'il y a des enseignants qui devaient être détectés, évidemment, on fermerait immédiatement Parce qu'on l'école. parle de Et on cluster serait de- extrêmement réactif. Pour l'instant, on est vraiment surveillé. Je pense qu'on doit être avec les professionnels de santé et les forces de l'ordre, la population la plus surveillée. Je rappelle quand même sur l'île qu'un habitant allait sur 35 à peu près sur l'île et un personnel de l'éducation nationale. Bien Donc sûr. vous voyez sur quand même, je ne sais pas combien on fait de tests par jour. Ah ouais, parce que 400, justement, 400. Ouais, voilà, alors Ouais. 400, je ne sais pas si on monte jusqu'à 400, mais vous voyez sur 400 tests qu'on fait par jour, il y a certainement statistiquement Bien sûr. beaucoup de personnel de l'éducation nationale. Il paraît qu'en moyenne, on a en ce moment entre, allez, on va dire 15 et 40 cas par jour. Par jour. En moyenne, on a peut-être 20, 30 en moyenne sur une semaine par jour. Forcément, un jour, on tombe sur un personnel de l'éducation nationale. On est hyper vigilant et on le saura encore. Donc vous posez la question, les personnels de l'éducation nationale sont testés et ils sont particulièrement surveillés. parce qu'on Alors. parlait d'un cluster d'enseignement, justement. Donc, on se posait la question, est-ce qu'il y a vraiment un cluster Pour l'instant, il n'y en a pas. de- Donc on a posé la question, l'ARS surveille à chaque fois, évidemment. Pour l'instant, il n'y en a pas. Évidemment, s'il y en avait un, on prendrait toutes les mesures. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Et à la moindre suspicion, évidemment, on arrête tout Ouais. autour de ce collègue. Évidemment. Voilà. Bien sûr. Vraiment, là, on est sur une protection maximale. Mm. Et on peut compter sur l'ARS pour être très vigilante. Alors, on va vous poser une question, enfin 2 questions pour aller vite, puisqu'on est presque à la fin de ce temps de parole, monsieur le recteur. Jusqu'à quand une commune peut solliciter la réouverture, puisqu'on sait qu'on arrive à vitesse grand V des grandes vacances, donc jusqu'à quand une commune peut dire, voilà, moi je me sens prête. Et une question qui nous a été posée par un auditeur, où en sont les enseignants qui étaient bloqués en métropole? Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire les ouvertures en 3 vagues. Cette semaine, la semaine prochaine et la dernière vague, donc la semaine d'après. Effectivement, au-delà de ça, il y aura certainement des ouvertures, on va dire, plutôt symboliques, où on aura des élèves qui vont venir, des élèves qu'on suit. Il faut voir aussi que c'est important de revoir un certain nombre d'élèves qu'on suivait, parce qu'ils avaient des pathologies aussi qu'on voulait suivre nous-mêmes, parce que certains étaient en détresse sociale, psychologique, avaient des problèmes de handicap. Donc c'est important que globalement, on ait revu quand même tous les élèves avant les vacances, laisser les élèves sans, on va dire, un adulte référent un peu responsable. Dans certaines familles, ça, on sait que ça manque. Donc ça, c'est l'objectif. Mais en termes, on va dire, de reprise des enseignements, on prévoit l'ouverture générale de l'ensemble des classes qui pourront le faire sur les trois semaines, donc encore les deux prochaines semaines. Pour les enseignants qui sont bloqués en métropole, de toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'enseignements qui va continuer à se faire à distance. Donc, dans le cadre de la réouverture qu'on espère des collèges et des lycées, on va essayer de faire revenir un certain nombre de cadres, évidemment, et puis aussi d'un certain nombre de collègues indispensables. Je pense à ceux qui se chargent des examens, des concours, parce que vous savez qu'il y a le bac, il y a le brevet, donc on a aussi besoin qu'un certain nombre de collègues soient vraiment présents physiquement, mais beaucoup vont pouvoir continuer à enseigner à distance, et on aura besoin
besoin qu'ils continuent à enseigner à distance. On ne va pas faire revenir des collègues pour 5 semaines et collègues qui, on peut l'imaginer, voudront repartir en vacances. Donc on va attendre d'abord aussi, on l'espère tous, l'ouverture de l'aéroport, des liaisons régulières. Si ça peut être en juin, eh bien, certains viendront. Mais pour l'instant, on a, on va dire, une grosse dizaine de collègues qu'on doit faire revenir. On travaille avec la préfecture pour qu'ils viennent. Globalement, il y a un peu moins de 100 collègues. 100 collègues sur 7500. Hein, donc c'est pas ça qui aujourd'hui nous pénalise, qui sont hors Mayotte, et ceux-là, et bien, comme ceux qui aujourd'hui travaillent à distance, ils continuent à nous aider sur justement l'enseignement à distance. Merci beaucoup Gilles Albout, recteur de Mayotte, d'être venu ce matin. On rappelle que c'est aujourd'hui ou demain la rentrée du côté de M'Tsangamouji pour les deux écoles. Alors, M'Tsangamouji a ouvert la plupart des écoles qui devaient ouvrir hier. Pour l'instant, comme je l'ai dit, les parents viennent avec leurs enfants, parce qu'on est aussi dans une reprise concertée avec les parents. Voir un peu pour ne rien vous cacher, j'espère y aller demain, évidemment, pour me rendre compte sur place comment ça se passe. Mais là aussi, tranquillement et sans mettre de pression. Merci beaucoup. Dernier point, les communes la semaine prochaine qui sont prévues, qui sont déjà sûres, c'est lesquelles? Il y a Mamoudzou. Donc on envisage, en travaillant avec elle, Mamoudzou, Koungou, Pamanzi qui travaille aussi. Je pense qu'il doit y avoir Bandrabois qui travaille aussi. Et là aussi, sans pression, c'est-à-dire qu'on prendra le temps qu'il faut pour les accompagner à ouvrir les écoles. Vous imaginez bien qu'à Mamoudzou, c'est pas toutes les écoles qui vont ouvrir dès la semaine prochaine. Il y a énormément d'écoles à Mamoudzou, dont certaines ne sont pas en état d'ouvrir dès la semaine prochaine. Donc là, on travaille avec les services de la mairie, avec les parents, évidemment avec les enseignants, pour que tout se passe bien, de manière progressive, concertée. Voilà, ce sont les communes en gros de la seconde vague. Voilà, les 4 prochaines. Merci beaucoup, Merci monsieur le recteur, beaucoup d'être revenu ce matin sur le plateau. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.